Ça y est. Très bien, donc bonjour Christophe. Salut Marie. Je vais te poser quelques petites questions. Tu es pro chez Prépa Vita depuis le début. Et donc, je souhaiterais déjà savoir quels sont les domaines d'expertise sur lesquels tu peux aujourd'hui partager avec un jeune. Alors, je dirais essentiellement les ressources humaines, ce qui est assez large en soi, puisque moi j'ai une expérience d'une 30aine d'années dans la fonction RH, aussi bien en France qu'à l'international. Et donc, ce que je peux apporter, c'est à la fois une expertise sur une fonction bien donnée et sur l'ensemble du spectre de ressources humaines. Et puis après, je dirais peut-être un peu plus en termes de soft skills. Un certain nombre de compétences autour de la prise de recul, de l'analyse des situations, de la prise de décision, enfin des choses qu'on acquiert comme ça aussi avec l'expérience et que je fais pas mal aussi bien en termes de développement de mes équipes au quotidien, mais aussi lorsque je mentore, comme je peux le faire de temps en temps, là, en l'occurrence, des jeunes DRH. Très bien. Et ton expérience en tant que manager de transition dans l'environnement scale-up et start-up, je pense aussi, est assez intéressante pour nos jeunes qui se posent beaucoup de questions sur tout cet écosystème. Donc, tu as été chez Doctolib, puis Payfit, puis Flowdesk. Ouais, ça a été un grand changement parce que moi j'ai passé le plus clair de ma carrière professionnelle, c'est là où on s'est rencontrés dans des grands groupes, dans des grands groupes essentiellement anglo-saxons. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu envie de découvrir autre chose parce que les grands groupes, même si c'est très formateur, même si on y apprend beaucoup de choses, mais il y a un moment où on a envie de voir un petit peu plus l'impact des décisions que l'on prend, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Et ce qu'on perd un petit peu de vue lorsqu'on est dans des grands groupes avec des responsabilités sur des scopes géographiques ou fonctionnels très importants. Et j'ai eu envie un petit peu d'un retour aux sources. Et puis, j'observais en parallèle, j'observais la French Tech, notamment, donc tout le monde des scale-up, des startups, qui va très, très vite, qui prend plein de décisions, qui est très agile, qui est très avancé en termes d'outils, en termes de mode de fonctionnement, en termes de KPI, etc. Et en l'inverse, qui est encore, je dirais, qui a encore beaucoup à apprendre parce que ce sont des entreprises qui sont très jeunes, dont la plupart des salariés sont très jeunes également, donc avec une volonté, un dynamisme incroyable, mais peu d'expérience. Et je trouvais que c'était intéressant de Donc, pouvoir leur beaucoup à apporter. apprendre d'un point de vue RH, tu veux dire. Donc, là, ça concerne vraiment toutes les fonctions. Tu vois, c'est la plupart quand tu prends les scale-up, les startups, elles ont entre 1 et 10 ans. Mais il y a très très peu qui ont plus de 10 ans. Docto doit avoir 12 ans, mais elles ont entre 0 et 10 ans. Et le mode de fonctionnement des scale-up et des startups fait qu'elles ont énormément recruté, surtout à l'époque, avant l'année dernière, avant la crise de la tech, elles ont énormément recruté. Et elles ont recruté des profils qui étaient des profils essentiellement de première ou deuxième expérience. Donc, des personnes avec, comme je le disais, énormément d'engagement, énormément de volonté, mais avec relativement peu d'expérience. Or, quand l'entreprise commence à se développer, lorsqu'elle s'internationalise, ou lorsqu'elle commence à être face à des problématiques un petit peu complexes, c'est vrai qu'on va aller rechercher un peu plus d'expérience. Et c'est là où moi j'ai trouvé, par le management de transition notamment, une porte d'entrée qui m'a permis de venir accompagner des équipes donc jeunes pour les aider dans leur évolution. Et ce point concerne absolument toutes les fonctions. Ce n'est pas uniquement les RH, c'est toutes les fonctions parce que c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve. Alors, c'est en train un petit peu d'évoluer. On voit que les recrutements dans les scale-up sont en train d'évoluer et qu'on fait un petit peu plus appel aujourd'hui à des experts ou à des personnes qui ont au moins 10 ans d'expérience, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et alors, en parlant d'expérience, quelle a été pour toi l'expérience professionnelle la plus riche, la plus enrichissante, on va dire plutôt? De toute ma carrière? Oui. Oh. Écoute, je sais pas, j'ai envie de dire. Rêver un petit peu nos jeunes. Ouais. Alors,
non, la plus enrichissante a sûrement été l'accompagnement de la transformation digitale que j'ai faite chez LexisNexis. Il y a une quinzaine d'années maintenant, qui s'est échelonné sur une dizaine d'années, parce que c'est une transfo hyper importante. Hein. Moi, j'ai rejoint en 2007 LexisNexis, qui était encore à l'époque un éditeur juridique, avec 60 ou 70% du chiffre d'affaires papier, enfin basé sur les produits papier, avec l'érosion qui allait arriver, qu'on connaissait déjà. Et il a fallu complètement transformer cette entreprise en quelques années et lui faire adopter un modèle digital, non seulement sur des produits en SaaS, mais également sur des plateformes online, et puis après, également sur des produits issus de l'intelligence artificielle. Donc, une vraie transformation, cette entreprise qui était quand même un petit peu radie et avec un fonctionnement très familial, très conservateur. Il a fallu faire complètement passer dans le monde du digital avec des modes de fonctionnement beaucoup plus agiles, avec des compétences nouvelles, avec des profils, des métiers nouveaux, avec un axe sur la technologie beaucoup plus fort et une culture au final qu'on a complètement fait évoluer. Donc ça, c'est sûrement l'expérience la plus riche et là, tu étais secrétaire général. Ouais, j'étais secrétaire général des RH pour la France et pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Voilà. Et ça a duré, mon expérience là-bas a duré 13 ans, mais et d'ailleurs, pendant toutes ces années, la transformation digitale, parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, a été mon activité essentielle. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, peut-être, parce que je pense que c'est important et ça rejoint ce qu'on se disait juste avant, c'est d'être arrivé dans, c'est ce que je fais depuis 3 ans. C'est-à-dire, c'est d'avoir été capable de passer d'une première période de ma vie qui était de 25 ans dans les grands groupes, plutôt classique, plutôt de fonctionnement, je dirais, assez grown-up, à un écosystème complètement différent, où les choses vont vite, où les indicateurs ne sont pas essentiellement la profitabilité et le chiffre d'affaires, mais plus faire connaître l'entreprise et développer des technologies, et puis accompagner, comme on disait, accompagner des personnes dans leur évolution. Oui, très bien. Donc ça a été, par opposition à l'expérience la plus enrichissante dans mes questions, ça serait le plus grand challenge, en fait, c'est de passer de cet environnement très cadré de la grande entreprise, voire du grand groupe, comme chez LexisNexis, qui appartient à Relex, à une juxtaposition de missions sur des entreprises, des scale-up ou des start-up, et que c'est d'aller les accompagner. Donc, ce que tu en as retiré, toi, est-ce que ça t'a fait changer quelque chose? Parce qu'au départ, je me suis dit, est-ce que je suis capable, quoi? Est-ce que je vais être capable? C'est complètement différent. Et puis aussi, il y a quand même aujourd'hui la vision qu'on peut avoir des seniors, hein, qui est un vrai sujet aujourd'hui de société. Et donc, il y avait ce challenge, et c'est vrai que très, très rapidement, ça s'est bien passé. Peut-être parce que j'ai eu la chance aussi de démarrer dans une boîte comme Doctolib, où on m'a fait très rapidement confiance, et où j'ai pu mener des projets super intéressants. Mais ça a été aussi très, très enrichissant pour moi, au-delà du challenge, parce qu'il y a quelque chose, alors c'est marrant, parce que je le faisais, mais sans le savoir, mais je me suis rendu compte de l'importance de transmettre. Et c'est drôle parce que j'ai toujours managé des équipes de tout temps, la plupart de ma carrière, mais c'est quelque chose, la transmission, à laquelle je ne pense que depuis 2-3 ans. Et je pense que c'est d'avoir été au contact de fonctions de personnes très jeunes, hein, parce que moi, dans la plupart de mes missions, depuis 3 ans, j'ai des équipes de moyenne d'âge entre 25 et 30 ans, hein, 35 grand maxi. Et j'ai vraiment ressenti à la fois le besoin, mais aussi l'envie et puis la reconnaissance. Enfin, quand tu te dis, j'apporte, je transmets mes connaissances, je transmets mon expérience à quelqu'un, il y a des jeunes en particulier, et que tu leur permets d'évoluer, je trouve que c'est hyper gratifiant. Hyper gratifiant. Je suis convaincue. Bah oui, je me doute.
Alors justement, dans ta structure, bon là, tu es entre deux missions, mais dans les 3 structures que tu as, dans lesquelles tu as évolué, Ouais. est-ce qu'il y avait, beaucoup de recrutement donc d'alternants, stagiaires, jeunes diplômés? Ou est-ce que ces startups et scale-up préfèrent, recruter à bac+2-3? Et puis s'ils en avaient, comment est-ce que ça s'orchestrait? Est-ce que tu as trouvé ça est-ce qu'ils Alors, trouvaient ça facile ou pas? alors, moi, j'ai connu l'avant et après, hein, puisque, bon, comme on l'a dit, hein, le monde de la tech a été quand même pas mal éprouvé l'année dernière. Et donc, il y a eu un avant et un après. L'avant, c'est vrai qu'il y avait énormément de recrutements et on ne se posait pas de questions. Mais ces recrutements étaient quand même des recrutements de juniors, on va dire. C'est très, 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 très rare, sauf à des niveaux C-level et encore. Mais c'est très, très rare que ces entreprises recrutent des personnes de 10 ans d'expérience. Donc, on est Non, mais tant plutôt… mieux, ça nous intéresse. En revanche, sur ces juniors, comment est-ce qu'ils faisaient pour leur permettre d'avoir rapidement les codes et d'être rapidement efficaces? Parce que, en Alors, tout cas, moi, dans ma carrière, j'ai trouvé compliqué de faire monter en compétence certains jeunes, y compris des bac plus 5-6. Hein. ouais, ouais. Alors, les codes, je pense qu'ils les ont assez rapidement, puisque, et c'est un des problèmes de cet écosystème, c'est un écosystème qui, très souvent, manque un peu de diversité. Je ne parle pas de diversité en termes de genre, mais je parle de diversité en termes de background. C'est souvent les personnes des mêmes écoles que l'on prend. Donc, les codes, si tu veux, ils les ont. Ils étaient étudiants à l'école et ils se retrouvent collègues dans l'entreprise. Donc, on retrouve quand même très souvent ça. En start-up. En start-up, absolument. Ok. Et tant et si bien que lorsque j'étais chez Payfit, on avait décidé de volontairement de recruter des personnes avec un background complètement différent, en l'occurrence c'était des BTS, pour justement essayer de mixer et de favoriser la diversité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort, qu'on retrouve de façon très, très forte. Au niveau des apprentis, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une très forte culture de prendre des apprentis dans les scale-up ou les startups, en tout cas jusqu'à présent. Donc, c'est stagiaire ou jeune diplômé. Voilà, il y en a un D'accord. peu, mais je dirais en proportion, moins que dans des grands groupes, où c'est quelque chose de plus institutionnalisé. Cependant, les choses vont peut-être changer, parce que je te dis, il y avait un avant et un après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? En 2022, bon, il y a eu pas mal d'arrêts d'investissement dans de ces startups, de ces scale-up. Certaines ont été obligées soit carrément de fermer, soit de faire des plans de restructuration et de se séparer d'une partie de leurs salariés, ce qui était dur, hein, parce que c'est un environnement qui n'était pas habitué à vivre ce type de restructuration. Donc, c'était dur déjà d'un point de vue humain, d'un point de vue social et puis d'un point de vue culturel. Et le paradigme est en train de changer, à savoir que ces entreprises, maintenant, ont de plus en plus de pression de la part de leurs actionnaires qui leur disent « Ok, très bien, oui, il faut que vous développiez vos produits, mais il faut aussi commencer à songer à être profitable. » Alors, peut-être pas tout de suite, mais à horizon 6 mois, 12 mois. Donc, cette vague de recrutement qu'il y a pu avoir, où on recrute, sans forcément réellement challenger le besoin, comme on devrait le faire, ou comme d'autres entreprises le font, ça, c'est en train d'arriver. D'accord. Donc, Et c'est tu quelque chose parlais de qui la… va… Vas-y, non. Pardon. Non, tu parlais de la diversité en incluant par exemple des BTS, etc. Est-ce que vous mettiez en place un programme pour permettre aux BTS de peut-être… Parce que ces formations-là sont quand même pas les mêmes. En général, on n'a pas acquis la même chose après un BTS et après un bac+5, notamment si on est passé par une prépa ou une école scientifique, etc. Donc, comment est-ce que vous faisiez pour vous assurer que cette diversité soit performante? Non, mais ça dépend des postes, parce que là, en l'occurrence, BTS, je pensais, parce que on avait une fonction, on recrutait beaucoup, qui était service client, et donc ces profils-là. Mais le besoin de diversité n'était pas uniquement sur des profils BTS. Il y a eu une vraie prise de conscience qu'il fallait changer et pas forcément avoir les mêmes écoles. D'accord, Donc, ouais. Ouvrir. un mélange. Ouais.
avec des D'accord. profils aussi de fac, mais pas Oui. uniquement avoir les mêmes écoles. Donc c'était D'accord. pas, je prenais l'exemple du BTS, mais c'était pas les seuls. D'accord, très bien. Et alors, dernière question, puisqu'on arrive à une quinzaine de minutes. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a du mal à s'orienter, qu'il soit au lycée ou en fac ou même en école d'ingénieur ou de commerce, et qu'ils se disent, bon, ben, ok, je suis en pleine Qui viennent formation, te mais voir, qui viennent te voir. c'est gentil. Non, mais je suis sérieux. Enfin, je veux dire qu'il parle, qu'il en parle, et qu'il parle avec des professionnels. Il y a des conseils d'orientation, mais je pense que c'est important aussi de s'adresser à des personnes qui ont eu, qui sont passées par là et qui ont un parcours professionnel, peu importe de combien d'années. Donc, je pense que moi, le conseil, ça serait soyez curieux. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, on a LinkedIn, pour ne pas le citer, qui est une super source de renseignements. Et cherchez un petit peu des sources d'inspiration qui vous inspirent. Donc, je dirais, allez voir dans les alumni ou allez voir dans les entreprises et chercher les personnes et contacter ces personnes. Bon, ça ne marchera pas à 100%, on le sait, ça ne marchera pas à tous les coups. Certaines personnes diront non, certaines personnes ne répondront pas, mais peut-être que certaines personnes répondront. Et je pense que quand on se pose des questions, déjà c'est bien de se poser des questions, et le meilleur moyen, c'est d'aller en parler avec un professionnel qui est passé par là et qui va pouvoir dire, bah oui, c'est une bonne idée ou non, c'est pas une bonne idée. Après, ceci étant dit, c'est bien aussi de se tromper. Et ce n'est pas un souci. Moi, si je prends mon exemple, j'ai fait 6 ans de droit. J'étais persuadé que c'était ce que je voulais faire. À l'issue de ces 6 ans de droit à la fac, j'ai commencé mon parcours professionnel en étant juriste en entreprise pendant 3 ans, le temps de me dire que ce n'était pas ce qui me convenait. Et j'ai pu après m'orienter vers les ressources humaines et ça fait plus de 30 ans. Donc, c'est ça aussi, une vie professionnelle. Des opportunités. Exactement. Sachant que tes 9 ans donc, de droit te servent évidemment en ressources Absolument. humaines, puisque gérer des hommes, c'est aussi… oui, et puis en plus, le droit, au-delà de… C'est vachement formateur. Donc, je regrette absolument pas. Mais pour revenir à ta question, vraiment, je pense que c'est le réseau. On ne network pas, pour parler français, mais on ne le fait pas suffisamment en France. C'est vrai, c'est pas trop dans la culture française. C'est en train d'évoluer, mais c'est pas trop dans la culture. On n'ose pas. Mais c'est pour ça que j'ai créé Prépa Vita aussi. Bah C'est pour voilà. mettre en relation avec des venir te voir. Voilà mon étudiants, conseil. ou des étudiants qui se sont posés la même question et qui s'en posent encore d'ailleurs, de façon à ce qu'il y ait un lien qui se crée entre cette triple communauté de candidats, coachs, mentors et professionnels. Ok. Très bien. Et bien, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à très toi. bientôt.